Salut tout le monde, bienvenue à un nouvel hebdo des Geeks d'ici. Salut! Allô Robbie, Comment ça va? ça va bien toi? Ah, ça baigne. J'ai fait un genre de petit retour dans le temps. Pas juste en lien avec notre dernier épisode spécial de Retour vers 2014. Mais il y a quelqu'un qui m'a parlé cette semaine, puis elle a dit Oh my god, Skyrim, quelle époque! Fait que j'ai redownloadé Skyrim. J'ai recommencé à jouer à Skyrim. Puis là, je suis pogné dans Skyrim. J'ai du gros fun. Toujours aussi bon? Incroyable. Pour vrai, je joue sur la version qui est remaster, mettons, pour PS5. OK. Puis, pour vrai, les graphiques sont vraiment boostés. Là, moi, j'ai joué à ça sur PlayStation 3 au début. Puis, comme, on est loin, là. On est loin de la PlayStation 3 pour le même jeu qui est sorti, si je me trompe pas, en 2011. Fait que, voilà. Fait que je suis tombé dans Skyrim encore. Puis, je me fais une quête, là, genre, personnelle dans le jeu, là. Je suis même pas l'histoire. Je fais juste tout plein de side quests, mais je veux pas m'embarquer dans aucun clan. Je veux juste foutre la merde un peu partout. Ouais. C'est pas mon style de gameplay que je fais d'habitude quand je joue à un jeu. Mon approche, tu sais, si je peux le dire de même, d'habitude, je suis tout le temps le petit bon samaritain qui essaie d'aider tout le monde, tu sais. Mais là-dedans, je fais comme, ah ouais? Fait que j'aide, je fais les side quests, mais toutes les missions où il faut que j'embarque dans une guilde, je me rends pas jusqu'au bout. Puis à la fin, quand ils me disent comme, fait que tu veux-tu faire partie de notre guilde? Je vais faire comme, non. Puis je m'en vais. Oh non! C'est mon idée, c'est mon approche pour Skyrim pour une énième fois. Ce qui est incroyable, c'est l'eau qu'on boit aujourd'hui, Stéphane. Elle est, je m'en ai dit, elle est incroyable, mais j'y ai pas encore goûté. Moi non plus, mais je sais qu'elle est incroyable. Mais je pense qu'elle va être bonne. J'y crois. Parce qu'elle vient de Lévis. Ah, bien, bien. Ah ben, on salue toutes les levées. On vous lève notre verre, les levés. Wow. That's joke. Je m'excuse. Hey, il sent bon, hein? Et il sent la pêche. Incroyable. Ouh, intéressant tout ça. Je sais pas comment ça va passer au micro, ce son-là. On va savoir ça demain. On va le savoir, ouais, c'est ça, très bientôt. On va savoir ça demain. Parlant de demain, aujourd'hui, on est le 18 mars 2024. Pour donner un petit contexte historique d'on est où dans le temps. Il y a un trailer, une bande-annonce, autrement dit, pour une émission qui va sortir sur Disney+. Dans un monde fantastique que Stéphane et moi, on apprécie particulièrement. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de Star Wars. Jamais. Hein, j'en parle pas pantoute. Non, jamais. C'est pas le Cotawaté que t'as en ce moment. J'ai pas non plus un tatou. C'est ça, c'est rien de ça. Ça s'appelle The Acolyte. Oui. C'est quoi ça, Stéphane? The Acolyte? Qui ne se prononce pas The Acolyte. J'étais sûr que ça se prononçait The Acolyte. Non. The Acolyte. Donc, c'est une série qui va... Et c'est la première fois... fait qu'en fait, je vais pas partir sur une épopée là, de la trame narrative de Star Wars dans toute son ampleur. Mais non, parce qu'on n'a pas assez de temps. Non, en fait, on pourrait faire littéralement une mini-série juste sur ça. Ça serait débile. Mais il y a plusieurs périodes à Star Wars, un peu comme nous, on a eu l'ère des Romains, la Renaissance, ainsi de suite. Même chose dans Star Wars. Donc, il y a eu une ère qui s'appelait la Haute République. Ouais. Qui est située tout juste avant la période de la chute de la République, qui est l'ère que nous, on connaît à partir de la menace fantôme. Okay. Grosso modo. Donc, la série The Acolyte va être la finalité, donc 100 ans environ avant la menace fantôme, de la période de la Haute République. C'est vraiment, vraiment cool. Parce qu'il y a eu quelques livres qui sont sortis de cette période-là, mais aucun média visuel. Est-ce que tu les as lus? J'ai lu le premier bouquin, que j'ai oublié son nom. Okay. J'ai pas accroché tant que ça, pardon. Mais je me tiens à l'affût un peu de c'est quoi cette période-là. Mais ça m'intéressait moins que la période qu'on connaît parce que je suis moins attaché au personnage. Je comprends. Ceci dit, ils ont sorti un poster de cette émission-là. Ouais. Vraiment intéressant. Hey! De un, il y a un sable laser d'entrée de jeu au milieu. Ouais. Où est-ce que... Parce qu'à cette période, il va y avoir plein de Jedi. Ça, c'est ce qui est le fun. Oui. On va en avoir beaucoup des Jedi. Je trouve que le poster, il y a vraiment comme une vibe de Fallen Order. Oui. C'est exactement le même look. Oui. On dirait que je viens d'avoir un flash. Mais à comme 100 ans d'intervalle. Ouais. Puis il y a un peu de ça, c'est toi qui me l'as fait remarquer, mais il y a un peu de sang sur le sable laser. Oui. Ce qui est vraiment comme, OK, du sang. Ce qui est pas très Disney. Non. Ni Star Wars, là. Je veux dire, il n'y a jamais vraiment eu de sang dans Star Wars. Mais ils sont plus...
on dirait laisser aller Disney ces temps-ci sur le hardcore, on va dire. Là, sur le, tu sais, il y a Deadpool 3 d'ailleurs qui s'en vient, qu'on a déjà parlé, mais il y a de plus en plus. Tu sais, dans Obi-Wan, il y a des gens qui se font trancher en deux, puis j'étais comme, ils ont permis ça? OK. Ouais. On dirait qu'ils ont ouvert, ils ont comme gagé un peu avec la valve de faire comme, OK, un peu de violence ici, un peu de violence là, puis le monde aime ça, ben on va en donner, puis on va en donner. Exact. Fait moi, j'aime ça, la violence. J'aime ça, du monde qui se tape sa gueule. Robbie est un homme violent. Mais je regarde pas la UFC, mais j'aime ça, les gens qui se tapent sa gueule. En tout cas. On va encore plus aimer ça cet été, quand que Jake Paul va se faire casser la gueule, je l'espère. Oh yes! Ah, ça, oui. Je l'ai tellement, j'ai assez hâte. cette hostie-là. Anyways, on fera une émission là-dessus s'il faut. Là. Je reviens sur Star Wars. Puis j'ai lu des rumeurs, je sais pas à quel point c'est véridique ou non, là, mais que l'émission serait très sombre, justement. L'affiche semble montrer que ça va être sombre. Demain, on va avoir une bonne annonce. Ça va probablement monter un peu plus le ton là, d'émission. Ouais. Je suis vraiment excité de voir ça. Ouais. On va sûrement avoir un Yoda plus jeune de 100 ans. Ouais, donc, mais il y a quel âge dans, mettons, la menace fantôme? Il est supposé avoir quel âge? Il y a 900 ans dans la série classique. Dans la trilogie classique. Okay. Fait qu'il y a probablement autour de 865, 870 ans à peu près. Là. Parce qu'en réalité, la menace fantôme se passe 32 ans avant l'épisode 4. Ouais. Donc, 36 ans avant sa mort. Fait que si je fais des maths rapides, il y a 864 ans. Fait que je dirais que là, il y aurait peut-être 100 ans de moins de ça. Fait que 764 à peu près, on va dire. Fait qu'il serait pas dans son prime time. Là. Il serait pas dans son moment fort. Là, non, je pense pas que ça va être un Yoda dans son apogée. Mais ça va quand même être le Yoda le plus puissant de l'ordre. Puis c'est à une période où est-ce que tu sais, il y aura pas d'Obi-Wan, il y aura pas de Mace Windu, il y aura pas d'Anakin, évidemment, il y aura pas de Count Dooku non plus. Tous ces gens-là, on les verra pas, mais tu vas avoir Yoda, sûrement Yaddle aussi, Yaddle? Ouais, t'as jamais vu Yaddle? Ah, c'est-tu un tout petit avec des grandes oreilles aussi? C'est la même espèce que Yoda. Ouais. C'est une femme, en fait. Jedi, qui se fait tuer par le Count Dooku, justement, quand il devient c'est dans Clone Wars, méchant. Non. Ben, dans Tales of the Jedi, qui est à Clone Wars. Excellent, d'ailleurs, il faut vraiment que tu écoutes Tales of the Jedi. J'ai écouté 1 ou 2 épisodes, puis j'ai trouvé ça bon. Fait que, non, The Acolyte, j'ai hâte de voir la bonne annonce. J'ai hâte de voir l'émission au point. C'est le 4 juin que ça s'en vient, c'est excitant. Ouais. Je pensais pas qu'on allait avoir du contenu Star Wars cette année, à part Bad Batch. Fait que c'est cool de savoir qu'il y a une émission en vrai, là, avec des acteurs réels, qui va sortir cette année. Ouais. Je sais pas qu'est-ce que t'en penses, là. Puis, moi, je suis excité au bout parce que j'ai toujours été plus attiré, si je peux dire comme ça, par Star Wars avec des sabres laser que tous les conflits politiques, que des fusils puis des vaisseaux spatials. Okay. Bien qu'en français, ça s'appelle la guerre des étoiles, là, mais comme moi, je veux pas la guerre des étoiles. Moi, je veux du monde qui se tape sa gueule avec des sabres laser puis ça fait... Je veux des affaires de même, tu sais. J'ai toujours tripé sur le contenu de Star Wars comme ça. C'est probablement dû à ça, le fait que je trippe autant sur la trilogie, les prequels, les premiers, là, épisodes 1, 2, 3. C'est vraiment pour ça que je trippe autant sur ces épisodes-là, parce qu'il y a des beaux combats de sabre laser, il y a beaucoup de force qui est utilisée, il y a beaucoup de mentalité samouraï un peu, puis j'ai toujours adoré ce genre de mentalité-là, de ce que je connais, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de choses de l'histoire que je connais pas. Mais ceci dit, j'aime beaucoup ça. Puis je sais que l'époque de la Haute République, c'est quand les Jedi étaient à leur sommet. J'ai très hâte. Moi aussi. C'est une époque qui m'intrigue beaucoup. C'est une annonce que je savais que l'émission se faisait, mais je savais pas que ça allait être là. Puis ça a été une belle surprise tantôt de voir la page de Star Wars sur Instagram qui annonce. C'est sorti de nulle part. Puis c'est dans 3 mois, là. Ouais, puis même pas 3 mois. Ils ont juste sorti l'affiche, bonne annonce de même. T'es comme, oh, OK. OK, ça part. Mais en même temps, j'adore ce marketing-là. C'est bon. Sors-moi pas un poster pour me dire la bonne annonce s'en vient dans 2 mois. Ouais, c'est ça. Je veux pas savoir. Ou bien, mets-moi pas un trailer, on en a déjà parlé, je pense. Mets-moi pas un trailer qui met un trailer, puis qui dit le trailer commence maintenant, puis après ton trailer commence. Ta gueule! Fais juste me le donner, mon fucking trailer. Ça, là, c'est la meilleure annonce. Hey, demain, il se passe de quoi de nice? Voici une affiche pour te donner une petite espèce d'amuse-gueule. Ouais, un petit amuse-gueule. Ouais, moi, les analogies de nourriture, tu le sais comment j'aime ça. Ouais, c'est ça. Parlant d'amuse-gueule, t'es allé au cinéma, toi, dernièrement? Oui. Puis, t'as-tu mangé des cochonneries? Oui, je mangeais un popcorn. T'as mangé un popcorn? Oui. Dans un pot qui avait une forme... Non. Phallucale? Je l'ai laissé à d'autres, celui-là. Tu l'as laissé à d'autres. Parce que t'es allé voir Dune 2. Oui, j'étais allé voir ça. Solide.
C'était... Wow. T'as aimé ça? Ah oui, j'ai aimé ça. C'était meilleur que le premier, je pense que tu m'as dit. Hein? Ouais. Ok. Puis, je suis pas Robbie, là. J'ai du goût. Wow! Ouch! OK. Fait que j'ai aimé le premier. OK. Je m'excuse, Maness. C'est ça, là. C'était mon prochain. Boy. Fait que, trêve de plaisanterie, j'ai beaucoup aimé le premier, mais le deuxième, veut pas, bâtissait sur ce que le premier était. OK. Puis Villeneuve, il a vraiment fait un travail colossal à adapter ce livre-là, qui est pas facile à adapter. Là. C'est une grosse histoire. Puis ce qui est drôle, c'est que ça a été écrit avant Star Wars. Fait que tu vois plein de référents à d'autres univers dans Dune, mais c'est parce que Dune les a créés, ces référents-là. Tout est basé sur Dune. Fait que c'est ça qui est vraiment cool. Il y avait des moments que, je dirais pas dans les détails de ce qui se passe dans le film, là, pour ceux qui ne l'auront pas vu, mais il y avait des moments dans le livre / maintenant le film que j'étais pas sûr que Timothée Chalamet allait pouvoir jouer. OK. Parce qu'il y a quand même une phase d'enfant. Ouais. Mais il m'a vraiment surpris. C'est un bon acteur. Il m'a vraiment surpris par son talent, je te dirais. Mais pour moi, c'était le film à Zendaya. OK. C'est elle qui a vraiment sorti du lot. OK. Elle puis Rebecca Ferguson. Ça a été pour moi là, les deux actrices. Rebecca Ferguson, c'est elle qui joue la mère de Timothée Chalamet. C'est ça. Right? Okay. Ça a été pour moi les deux qui sont sortis du lot. Puis Javier Bardem. Javier. Ouais, je pense. Il est hilarant. Je vois des memes passer, là. Oui. Puis c'est comme, oh, puis là, il dit son nom, là, son surnom de genre l'élu, genre, à toutes les 2 secondes, il fait genre, il allume il rebranche le routeur Wi-Fi, oh, c'est l'élu. Parce que ce qui est tellement drôle, c'est que même dans le film, c'est que dès qu'il fait quelque chose, tu sais, il y a un moment, mettons, pis c'est pas un spoiler, là, en guillemets, là, de dire ça, mais il y a un moment où le personnage de Timothée Chalamet, Paul, dit c'est pas moi l'élu, je suis juste un parmi tant d'autres, puis sa réponse c'est exactement ce que l'élu dirait parce qu'il est trop humble pour l'admettre. C'est ça tout le long du film. C'est ça qui rend ça drôle. Okay. Visuellement, le film est impeccable. Ouais. La direction photo est malade. Ouais. Là, toi, tu vas être content. La musique de Hans Zimmer, impeccable aussi. Okay. La réalisation de Villeneuve, juste wow. Mm-hmm. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé ça. Ça l'a-tu été... Ça va être peut-être une pub indirecte, là. Ça l'a-tu été tourné dans les Sablières Villeneuve à Saint-Lin, ça? Oh! J'en perds mon souffle. Et voilà. Cette blague de mauvais goût donne un ton sec à la gorge à Stéphane. Je vais prendre une autre gorgée d'eau à la pêche. Ouais, excusez. J'ai pas... Ouais. J'ai pas vraiment de mots pour dire mon cerveau, il est allé chercher ça où et pourquoi. En fait, parce que c'est Denis Villeneuve, puis les Sablières Villeneuve, c'est à Saint-Lin, Terrebonne, La Plaine. C'est ça. Puis, fait que oui, Dune 2, moi, je nous ramène sur le sujet. Oui. Film magistral. Okay. Sincèrement, le meilleur film de l'année jusqu'ici. Bon, l'année est jeune encore, mais c'était le film que j'attendais le plus, tu le savais. Mm-hmm. Il a 100% répondu à mes attentes. Sinon, dernière chose que je voulais dire, t'as-tu vu l'entrevue? Je pense que je te l'avais envoyé. Mais l'entrevue avec Denis Villeneuve qui disait qu'il a essayé de mettre tabarnak dans le film. Puis c'est Josh Brolin qui voulait le faire à Josh Brolin. Puis il a essayé, puis ça matchait pas là, dans le personnage, puis dans le ton du film là, qu'il disait. Là. Puis dernière chose que je vais dire, alléluia à l'accent anglophone de Denis Villeneuve. Pour vrai, lui puis Georges Saint-Pierre, là. Pourquoi c'est ces deux astis-là qui sont genre la tête d'affiche du Québécois bilingue? Oui. Moi, ce que je comprends pas là-dedans, c'est autant... Tout ce que j'entends, c'est je croyais que tu étais bien plus qu'un bouclier. Ouais, mais tu sais, il dit en français, mais c'était aussi pas bon. Ouais. Mais comment ces deux gars-là... Puis les deux, là, j'ai un respect immense pour ces deux gars-là. Ben oui. Parce que les deux sont devenus des maîtres dans leur domaine respectif, puis ils mettent le Québec sur la map. Oui. Mais comment, après avoir travaillé aussi longtemps entouré d'anglophones aux États-Unis, autant l'un que l'autre, leur accent reste si mauvais que ça? Ouais. Ben, je sais pas. Ils ont pas... c'est une question d'habituer tes muscles, tu sais, dans ton visage à faire les mouvements de façon différente de ta langue maternelle, tu sais. Mais l'anglais et le français, c'est pas si loin que ça, là. En tout cas, j'ai l'impression, là. Tu sais, on est bon en anglais tous les deux. Ouais. On a un accent quand même. Ouais, c'est sûr, si on se promène quelque part, les gens vont savoir qu'on n'est pas anglophone. Mais je m'écoute parler, ou je t'entends parler, j'entends pas Denis Villeneuve ou Georges Saint-Pierre, là. J'entends pas des... it is a very good movie and good movie. Puis là, t'es juste comme... OK. OK. You think I'm afraid of you? Are you crazy in the head? C'est ça, in the head. head. Tu sais, il n'y a pas le H, c'est pas le H de head. C'est, en tout cas,
Ah. Mais oui, Dune 2, allez le voir, allez l'encourager. Il est quasiment rendu à 500 millions au box-office. Dans la fois que j'ai regardé, est-ce que c'était ce matin ou hier soir? Un des deux. Il était à 494 millions total au box-office depuis le début là, de son parcours, qui le met en haut du premier. Bon, le premier est sorti en pandémie, fait que c'est sûr qu'il y avait une petite... c'est ça, petite épine qui l'empêchait de se rendre à des plus hauts niveaux. D'après moi, il devrait facilement se rendre dans du 600-700 millions, je crois. Un 800, ça serait un accomplissement phénoménal pour un film comme ça, je pense. C'est quand même de la grosse science-fiction d'une. Star Wars, mettons, ils le disent, c'est un space opera, là, donc un opéra de l'espace. Dune, c'est de la grosse science-fiction pure. Fait que je m'attends pas à 1 milliard, c'est impossible qu'il atteigne ça. Mais un 600-700 millions, 800, ça serait, comme je dis, le plus gros. Le plus gros accomplissement. On s'entend pas à 1 milliard pour ce film-là. Jamais. S'il finit à 650, je pense que ça va avoir été un très beau parcours en salle. Ça va être une belle victoire. Pour Denis Villeneuve aussi. Absolument. Parce que les gens entendent parler de lui de plus en plus. Puis là, il va avoir une troisième partie. Oui, donc, il va faire Messi. Qui vient en fait, parce qu'il y a un grand cycle de livres à l'histoire de Dune, mais à Messi, ça s'arrête à l'histoire de Paul. J'irai pas dans les détails là, pour ceux qui n'ont pas lu le livre, mais grosso modo, l'histoire du livre Messi vient conclure l'histoire de Paul Atreides. Donc lui, son but, c'est de faire une trilogie basée sur ce personnage-là et de faire autre chose. Mais là, je crois qu'il veut prendre une pause, en fait, parce qu'il semble dire qu'il veut faire un autre projet avant de revenir à Dune. Ce qui est pas une mauvaise chose. Nolan faisait ça dans le temps de Batman. Il faisait un Batman, un film, il revenait à Batman pour se donner une espèce de pause puis laisser son cerveau respirer sur... Mais c'est parce que c'est tellement du gros matériel, c'est tellement lourd à faire de tout le temps baigner dans la même chose. C'est pas bon non plus, tu sais. Non, exactement. Fait que je pense que c'est pas une mauvaise chose qu'il fasse autre chose. Fait que j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il va faire là, pour la suite, mais il est en train de se donner une carte blanche à Hollywood de faire ce qu'il veut, lui, là. Ouais, c'est ça. C'est un potentiel de Christopher Nolan. Tu sais, quand j'ai dit qu'il était dans son chemin pour se rendre vers ces hauteurs-là de notoriété, c'est ça, là. Sauf que la seule chose que, mettons, Nolan en ce moment a sur Villeneuve, c'est le fait que son nom vend ses films. À lui seul. Exact. Oppenheimer pourrait être aussi bon, mais tu mets un autre nom derrière la caméra, il fait pas pratiquement 1 milliard. Il attire pas autant de gens. 100%. Nolan est plus, c'est bizarre à dire, plus rentable que ses acteurs, là. Ouais. Juste parce que son nom est là. Parenthèse, il a fait 100 millions de salaire sur Oppenheimer. C'est tout ce que je voulais dire. C'est pas chiant. Voilà. Il y en a des mal pris. Oui, définitivement. Il y en a des mal pris. Un peu comme les rebelles. Il était mal pris, les rebelles. Il était mal pris, les rebelles, dans Rebel Moon. Je veux revenir là-dessus. Stéphane aussi était mal pris quand il a écouté Rebel Moon. Parce que t'as écouté Rebel Moon. Oui. Okay. Toi aussi, tu l'as réécouté. Je l'ai réécouté parce que j'ai dit que j'allais le réécouter parce que ma première écoute ne compte pas. Je tiens à m'excuser justement pour ma première écoute qui ne comptait pas. J'ai donné une opinion, comment je dirais ça? Je veux pas dire non fondée parce que c'était ma première impression quand même. Puis ça m'est arrivé d'écouter des films que ma première impression était la bonne finalement. Genre Dune. Stéphane me fait un beau doigt d'honneur. Bien mérité. Bien mérité. Genre Dune. La première fois que j'ai écouté Dune, j'ai dormi tout le long. J'étais pas capable. J'ai fait, voyons donc que le monde a trippé là-dessus. Je l'ai écouté une deuxième fois. J'ai pas dormi. Puis ça a pas passé le test. J'ai réécouté Rebel Moon, bien réveillé. Je l'ai écouté genre à 4 heures de l'après-midi pour être sûr de pas m'endormir. Je m'étais claqué un café avant. Pour vrai, maintenant, je donnerais un 8 sur 10 à Rebel Moon. Et là là. Ouais. Je me suis mis dans l'idée que c'était un bon film. C'est sûr que c'est Zack Snyder, encore une fois. On sait, Zack Snyder, je suis pas mal vendu. Fait que ça l'a aidé beaucoup. Mais on dirait que là, j'étais dans la bonne idée de regarder le film. J'avais les bonnes attentes parce que vu que je l'avais déjà vu, je savais un peu à quoi m'attendre. Puis, ouais, il y avait beaucoup de scènes que, OK, il y a encore une fois beaucoup trop de slow motion, comme tu as pu le voir toi-même. Oui, je vais en parler bientôt. On s'en vient sur ta critique à toi, là. Non, vas-y, continue. Il y a définitivement trop de slow motion, où que tu t'es rendu, t'as pas vu le pire des slow motion. T'en as vu du rough, là, mais t'as vraiment pas vu le pire. Il y en a un il y a un slow motion, puis là, le gars, il saute pour aller sur une bête, puis c'est déjà en slow motion. Il saute pour aller sur une bête, puis pendant qu'il est dans les airs, ça ralentit encore.
puis il atterrissait à la bête. J'étais comme, tu me niaises, ça se peut pas. Ça se peut pas que t'as mis un ralenti dans un ralenti. C'était déjà assez long, là, comme, passe au prochain. Bref. Mais c'est ça. Fait qu'il a perdu quelques points là, je dirais, le film. Puis, moi, ce que j'aime quand je regarde un film, la raison pourquoi je peux aller plus haut que 8, c'est parce que j'aime quand un scénario, mettons, de quelque chose que je consomme, mettons que ce soit un film, un jeu, une BD, j'aime qu'il y ait un début, un milieu, une fin. Genre, le conflit est réglé, on passe à un prochain, on peut laisser sous-entendre qu'il y a quelque chose qui va se développer pour une suite, tu sais, ça, j'aime ça. Dans Rebel Moon, on a un début et un milieu. Il n'y a pas de fin. J'étais comme, OK. La fin me laisse un peu amer. Mais bref. Toi? What's up? Moi, je souris en ce moment. Ouais. Pour ceux qui ne peuvent pas me voir, bien évidemment, mais Ouais. je souris. Mm-hmm. Puis je souris pas parce que je suis d'accord avec Robbie. Je souris jaune. Mm-hmm. Hier soir. Fait que, mise en contexte, Robbie me texte et me dit c'est tout ce qu'il vient de vous dire en ce moment. Ouais. Moi, sachant qu'il y a un hebdo qui s'en vient, je me dis hey, ça serait cool que je l'aie vu moi aussi. Fait qu'hier soir, je m'installe plein de bonne volonté. Ouais. Sac de popcorn en main et je me dis on se fait une soirée cinéma, on part Rebel Moon. Ouais. Ça faisait 10 minutes que c'était commencé puis je me dis oulala, ça va être difficile. Ah ouais, hein? Ça va être difficile. J'ai écouté le film peut-être à peu près jusqu'à la moitié, Okay. où je me suis rendu, et j'en ne pouvais plus. J'ai fermé le film. Tellement que je trouvais ça mauvais. C'est triste. Et je suis pas un fan de Zack Snyder autant que Robbie, Ouais. mais j'aime beaucoup son... Vous le savez, si vous écoutez le podcast depuis un petit bout, là, Ouais. j'aime tous ses films jusqu'à maintenant. Il y en a que j'aime beaucoup plus que d'autres, mais j'ai quand même aimé ou apprécié tout ce qu'il a fait jusqu'à maintenant. Rebel Moon, c'est la première fois que je peux dire je n'aime pas un film de Zack Snyder. Est-ce que tu as vu le film Sucker Punch? Oui. Tu trouves que Sucker Punch, c'était meilleur que Rebel Moon? Oui. Sucker Punch était son pire film jusqu'à maintenant pour moi. Ouais. Qui était correct. Médiocre passable, mais médiocre passable. Mais t'es capable de passer à travers. Ouais. OK. Ouais, je l'ai fini. OK. Hein? Ouais. Celui-là, j'ai pas été capable de le terminer. Ah ouais. Voici pourquoi. De un, le jeu des acteurs est atroce. Ils sont pas très bons. Honnêtement, c'est malaisant à quel point qu'on dirait qu'il lit un scénario. Ouais. C'est zéro crédible la façon que c'est joué. Le scénario en lui-même est mauvais. La façon que c'est écrit, en fait, là, je veux dire, les paroles des personnages, Ouais. personne parle comme ils parlent. Non. Puis je comprends que c'est un autre univers, là, certes, là, mais c'est à un niveau de... Je peux pas blâmer les acteurs de pas avoir été capables de dire ces phrases-là puis de les rendre convaincantes. C'est tellement mal écrit. Ouais. Moi, je suis quelqu'un qui aime la nuance aussi dans un film. Ouais. Une des choses que j'ai détestées, puis ça, je t'en ai parlé un petit peu, mais tu sais, il y a des méchants là-dedans, c'est normal, il y a un empire. Des petits bums. Qui sont littéralement des nazis en passant. Là. C'est 100%. c'est l'image nazie. Là. 100%. C'est pas Le chapeau, Ouais. la bande sur le bras. exact. Là. C'est pas comme si c'était des nazis. Ce sont des nazis dans l'espace. C'est littéralement des nazis. Puis il y a une scène où est-ce que ces méchants arrivent sur la planète là, avec la ferme. Mhm. Puis c'est tous des violeurs. Littéralement, ils sont tous dégueulasses. Moi, je vais violer elle. Puis, puis là, Les astis de des pourriture, des là. gros dégueulasses. Puis moi, ce que je me dis, c'est dans toute société, méchante comme bonne, il y a de la nuance. Ouais. C'est même dans Star Wars, t'as des méchants, mettons, au sein de l'Empire, mais ils sont pas tous au même niveau Ouais. de méchanceté. Il y en a des fois que, justement, ils ont des dilemmes moraux, ils ont des... tu sais, dans Rebel Moon, les méchants n'ont aucun dilemme moral, ils veulent juste violer toutes les femmes qu'ils voient. C'est épouvantable. Ça, en partant, cette scène-là, j'ai fait comme... Puis ça, pour moi, c'est de la très mauvaise écriture de... J'ai pas envie de me casser la tête à personnifier mes personnages, Ouais. fait qu'ils vont tous être pareils. Ouais. Ensuite, les effets spéciaux étaient étrangement pas très bons. OK. Je trouvais que le CGI, justement, là, il était mal rendu. Là, la première scène, quand on la voit le racler le sol, l'arrière-plan, on dirait 100% qu'elle était devant un écran vert. Ouais. Mais comme ça paraissait qu'elle était Ouais. devant un écran vert. Ouais. Puis là où j'ai lâché, en fait, c'est qu'il y a une scène autour d'un feu. Pour ceux qui ont vu le film, vous allez savoir de quoi je parle. Puis justement, elle se met à raconter sa vie. T'sais, pourquoi elle est rendue là, puis de son histoire. Puis ça doit durer là, 10-15 minutes, cette séquence-là. Je le sais pas, là, je l'ai pas timé, mais Ça aurait pu durer 3 minutes. Pour vrai. 100%. Fait que ce qui m'a dérangé, les slow-mo, t'en as parlé, il y a tellement de ralentis dans cette séquence-là que ça en devient dérangeant. Ouais. Puis tu sais, tous les films ont de l'exposition. Tu sais, les scènes qui mettent en branle un peu où est-ce que ça s'en va ou qui t'expliquent un concept pour comprendre le film. Mais il y en a tellement trop dans ce film-là. C'est terrible. Ouais. C'est comme, il était tellement pas capable, on dirait, de rendre son scénario Ouais. qu'il s'est dit, je vais juste tout expliquer. Ouais. Ce que le monde doit savoir. Puis dans cette séquence-là, pour moi, c'est là que c'est devenu apparent un niveau comme
vraiment très élevé. Ouais. Puis je me suis dit, je peux pas continuer ce film-là, j'en peux plus. Ouais. Il restait un bon moment. J'ai regardé le minuteur, justement, puis tu sais, s'il avait resté 10 minutes au film, peut-être que je l'aurais enduré. Il restait beaucoup plus que 10 minutes à ce film-là. Fait que, écoute, moi je te dirais là, une note, probablement un 3 sur 10 à peu près. Ouais. Les points forts, honnêtement, il y a certains des plans qui étaient magnifiques. Ouais. C'est Zack Snyder, fait que c'est ça sa force. La musique était vraiment bonne. Oui. Junkie XL. Ouais. C'est le même qui a fait la musique dans Batman vs Superman en collaboration avec Hans Zimmer et dans Justice League de Zack Snyder. Exactement. Fait que ça a été un point fort. Ouais. Puis l'autre, je te dirais que ça serait l'univers en soi. Il y a beaucoup de potentiel au sein de cet univers-là. Ouais. Que ce soit qu'ils se mettent à faire des jeux vidéo avec ça, d'autres séries, d'autres films. Il y a des livres et des BD qui sont déjà sortis en passant. Je ne savais pas ça. Dont, entre autres, il en parle dans le film. Je pense pas que tu as encore entendu parler. Tu as peut-être entendu parler d'eux autres. C'est les rebelles, en fait, qui sont cachés sur la planète. Il y a Korra, la personnage principal. Oui. Les Blood Axe. On entend parler des Blood Axe un tout petit peu. Il y a des BD sur eux directement. Okay. Ça a l'air que c'est vraiment intéressant. Puis, je pense que ce qui m'a aidé, je comprends, je suis d'accord avec les points que tu donnes par rapport au fait que tout ce que tu dis. Je pense que ce qui m'a aidé à avaler la pilule de ce film-là, c'est que je sais qu'il y a une deuxième partie qui s'en vient bientôt, en avril. Oui, ça s'en vient très, très bientôt. Genre, si je me trompe pas, dans 1 mois pile. Il y a une deuxième partie qui s'en vient. Puis, il y a les versions du Director's Scott qui s'en vient en juin. Cet été, dans le fond. Fait que la différence entre... On m'a expliqué un peu là, qu'est-ce qui s'est passé, du pourquoi cette version-là est autant mal écrite, si je peux dire le même. C'est parce que Netflix voulait garder les gens accrochés sur Netflix, puis ils savent qu'il y a des gens qui sont bandés sur Zack Snyder. Je me trouve coupable ici. C'est ça que ça donne. Fait ils savent que on va garder notre abonnement de Netflix juste pour voir son esti de film avec genre du Star Wars puis du sang. C'est ça dans le fond. T'sais. Puis ce qu'ils ont dit à Zack Snyder, parce que ça fait des années qu'il travaille sur le script et tout l'univers puis tous les personnages. Ça n'a pas paru. C'est ça l'affaire. Fait que check bien ça. Ça fait des années, ça doit faire 15 ans ou 20 ans, je me souviens pas exactement, mais de quoi dans ce style-là, une vingtaine d'années, qui travaille sur tout son scénario de Rebel Moon. Puis qui cherche un fucking studio qui va vouloir le publier ou bien qui va se ramasser assez d'argent pour le faire lui-même. Là, Netflix, il a présenté ça à Netflix à un moment donné. Puis Netflix, ils ont fait « Hey, on aime ton idée. On a un deal pour toi. On va faire ton film en 2 parties. Pas de trouble avec ça. Mais il faut que tu nous fasses une version rated R, PG-13. Que genre, tout le monde peut écouter puis que ça va être chill. OK, sauf que le contenu qu'il a prévu, c'est beaucoup trop violent, c'est beaucoup trop intense, c'est beaucoup trop dans ta gueule pour la version qui est sortie, finalement. Fait que, finalement, ce qui s'est passé, c'est que c'est pas le... Ce qu'on a eu, c'est genre Rebel Moon fait à la patte patrouille, là. C'est pour enfants, là, ce qu'on a eu. Là. Oui. Fait que c'est pas la bonne version du film. Mais. Ouais. Mais, point d'exclamation. OK. S'il y a bien une personne que je pense qui peut prouver que les versions, justement, Director's Scott fonctionnent, c'est Zack Snyder. Exemple, Batman vs Superman. Mm-hmm. La version cinéma manque cruellement de détails. Ouais. Puis la version longue vient corriger tous ces problèmes-là. Oui. Fait que je suis d'accord avec ça. Ouais. Ceci dit, tu voyais quand même des moments de... Comment je pourrais dire? Des moments de bon, là. Qu'il y avait quelque chose en arrière de ça. Ouais. Dans Rebel Moon, même s'il y a plus de sang puis que c'est mieux étoffé, ouais. Les paroles, le script, l'acting, ça va quand même être aussi mauvais. Mais on dirait que j'ai espoir que... Je parle de ça comme si c'était mon sauveur, là. Mais j'ai espoir... j'ai espoir que c'est même pas le même film. Oh, mais même si c'est pas le même film... J'ai espoir, en fait, qu'on va avoir 4 films de Zack Snyder. Oui, je te donne un exemple. Là. Mettons, moi, la scène d'ouverture, elle m'a vraiment frappé à quel point c'était nul. Ouais. Tu sais, quand que lui arrive, j'oublie son nom, là, tellement tu vois que moi, j'ai été marqué. Ouais. Il arrive vers elle, quand, comme je disais tantôt, elle racle le sol. Cette séquence-là va être là pareil dans l'autre version. Puis elle met sa main en terre, puis c'est en ralenti. Oui. Pour ramasser de la fucking terre, c'est comme décroche. Le dialogue va être aussi atroce. L'acting des deux va être aussi mauvais. Puis le CGI va être aussi mauvais. Probablement. Fait que dans cette séquence-là, il y a une chose que j'ai aimée, je vais être honnête, c'est la musique. Ouais. Il y avait une petite guitare acoustique là, sèche. Là. Ouais. Ça, c'était wow. Ouais, c'était beau. Mais encore une fois,
Fait que c'est dans ce sens-là que je dis, je pense pas que ça va venir corriger. Ok. Pour moi, là, évidemment, si toi tu l'apprécies, je suis vraiment content. Au moins, ça sert à quelque chose qu'il ait fait son film. Mais tu sais, exemple, Batman vs Superman, quand j'ai vu la première version, j'étais pas 100% convaincu, mais il y a quand même des bouts que j'aimais. Ouais. Puis je le savais qu'il y avait un potentiel en arrière de ça. Puis dès qu'ils ont sorti la version complète, j'ai fait comme, ah, voilà ce qui manquait. Ouais. Celui-là, j'ai pas l'impression que ça va venir corriger. Ouais. Écoute, il va falloir que j'essaie de le finir pour me rendre aux 2. Ouais. Ça va être difficile. Je vais essayer. Pour vous. Pour vous. Pour vous, je vais essayer. Pour vous, 1 millier de fois. Mais je vous garantis rien. Mais ça vaut la peine. En tout cas, moi, j'ai très hâte à la deuxième partie, comme je dis, qui sort cet été. Parce que j'ai l'impression que, un peu comme, mettons, Mandalorian, ou bien comme n'importe quelle série que t'écoutes, si tu clenches la série d'un coup, c'est probablement plus facile de l'apprécier que d'attendre à chaque semaine. Ça, je suis d'accord. Fait que c'est un peu ça que je vois, c'est que ça installe quelque chose. Puis là, ben, il faut qu'on attende genre 6-7 mois avant d'avoir. Sauf que Mandalorian, c'était bon à la semaine. Parce que j'avais hâte à la semaine d'après. Ouais, pas la saison 1. J'ai vraiment pas embarqué la saison 1. Pourtant, c'est la deuxième meilleure, à mon avis. Voilà. Mais encore une fois, c'est ça la beauté de la chose. Ça reste que c'est subjectif. Exact. Ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas. Ouais. Fait que ça, c'est ce qui rend ça intéressant. On peut pas toujours être d'accord de toute façon. Voilà. Puis je suis bien content que toi, tu as aimé Rebel Moon. J'ai adoré. Que tu vas aimer probablement le deuxième puis tu vas poursuivre. J'ai vraiment hâte à la prochaine. Comme je l'ai dit, je vais essayer de te suivre dans ce bateau-là, mais je garantis vraiment rien parce que je te jure, hier, juste me rendre là où je me suis rendu, ça m'a tout pris. Puis j'ai pas été capable de continuer. C'est épouvantable. Puis c'est rare que je fais ça. Là. Même un film que j'aime pas, généralement, je vais me rendre jusqu'au bout. Juste pour voir à quel point c'est atroce jusqu'au bout. Mais là, celui-là, j'en pouvais juste pas. Ça n'a pas passé. Non. Puis l'avantage, c'est dans l'abonnement Netflix qui m'est payé par maman. Merci, maman. Donc, j'ai pas payé pour le regarder, le film. Fait Commandité par maman. Définitivement. Je la salue d'ailleurs. Oui, les goûts, c'est subjectif, comme tu disais, ce qui est une vérité absolue. Les goûts sont subjectifs. Tout à fait. Ce qui est très objectif, par contre, c'est que House of the Dragon, saison 1, c'était fucking bon. C'était malade mental. C'est objectif, tout le monde est d'accord là-dessus. L'ONU aussi l'a dit. Si vous l'êtes pas, qu'est-ce que vous faites encore à nous écouter? Non, c'est pas vrai, restez. Hey, fais attention à ce que tu dis. La saison 2 sort en juin. Oui. J'ai hâte. Ah, j'ai hâte. J'ai très hâte. J'ai eu très, très... Hey, je pense à ça, juin, on va être gâtés. The Acolyte, Ouais. House of the Dragon, l'été, littéralement, juste le fait qu'il va enfin faire beau et chaud. Rebel Quoique Moon. ça a déjà commencé un petit peu. Non, Rebel Moon, on l'oublie. Juin, ça va être cool. J'ai hâte en juin. Oui, ça va être le fun. La Saint-Han? La Saint-Han. J'ai très hâte à tout ça. Il y a des rumeurs aussi, ça a plus ou moins rapport, là, mais j'ai vu passer une rumeur qui disait que on allait avoir des détails sur la PlayStation 5 Pro cet été. Il a commencé à avoir des choses qui circulent en ligne là, sur On n'a pas vraiment de détails, là, mais j'ai vu qu'il y a des leaks qui sont sortis, fait que je suis pas tombé là-dedans parce que c'est rien d'officiel, puis je ne tripe pas sur les leaks pas officiels. Mais bref, House of the Dragon, saison 2 qui sort en juin. La saison 1 m'a jeté à terre, mon gars. J'avais de la misère au début avec les sauts dans le temps. J'étais comme, voyons, ça va trop vite. C'est vrai que les 2-3 premiers épisodes, jusqu'à ce qu'on soit dans le temps présent, là, entre guillemets, là, c'était bizarre, mais quelle incroyable saison. Oh my God. Le personnage de Damon, c'est un petit coup, je l'ai écouté, là. Il est joué par... ça, je peux pas dire le nom de l'acteur. Smith. Bref. Ouais. Cet acteur-là, que j'ai oublié, qui joue dans Morbius, d'ailleurs, que la scène de danse. Oui, lui. Il était tellement bon. Tellement bon. La scène... Matt Smith. Merci. Matt Smith. Je savais que c'était Smith. Ouais, finalement, je savais c'était quoi. La scène qui sont à table avec le roi puis toute la famille, dans le fond, puis que je veux pas donner de punch nécessairement, mais il y a un des cousins de Rhaenyra qui est comme vraiment désagréable, puis que là, il se met genre à intimider son fils. Oui. Tu sais, il s'en vient comme pour se battre contre un de ses cousins, contre le fils de Rhaenyra, puis il y a juste Daemon qui se pointe entre les deux, puis il dit pas un mot. Oh my God! La tension était palpable. C'était du Game of Thrones à son meilleur. Là. Cette saison-là, pour moi, est justement dans les meilleures saisons de l'univers Game of Thrones, avec la saison 4, qui est, à mon avis, la top de toutes les saisons dans cet univers-là jusqu'à maintenant. Là.
Mais elle était là. Puis ce qui est vraiment le fun avec cette série-là, c'est qu'on le sait où ça s'en va, qui est la chute de la maison Targaryen. Ouais. C'est déjà commencé, en fait. Exactement. Là. Fait que écoute, ça va être un bain de sang, un bain de feu. On va pas faire de mauvais jeu de mots. Mais ça va être incroyable. J'ai vraiment hâte de voir cette série-là, de voir cette saison-là. Puis comme je disais, Damon, autant il est dégueulasse quand tu regardes concrètement ses actions. Sont, il marie sa nièce. Là. Ouais, sa nièce. Il couche avec sa nièce dans une ruelle à côté d'un bordel, tu sais. Que lui-même, c'est lui-même qui l'a amené. D'autres, là, ouais. Il est vraiment dégueulasse. Mais il est tellement bon que t'aimes l'haïr, fait que t'aimes ça qu'il soit à l'écran. Ouais. C'est un peu tordu comme relation entre le spectateur puis mais ouais. Il me donnait un feeling peut-être de Jaime Lannister. Oui. Au début. Ouais, parce que Jaime Lannister a son espèce de rédemption tout au long de la série. C'est un peu ça, en fait, son personnage. Ouais. Mais c'est un peu ça. Tu sais, Jaime Lannister, on l'haït les premières saisons. Mais on aime l'haïr. Exactement. Puis l'acteur est tellement charismatique qui joue Jaime Lannister que tu veux le voir à l'écran. Ouais. Même chose pour Matt Smith. Il est tellement charismatique que tu veux le voir encore plus à l'écran. Fait que ça s'en vient, vraiment cool, j'ai vraiment hâte. Je pense pas qu'on va voir les 2 livres qui terminent Game of Thrones parce que l'auteur est juste trop occupé à travailler sur la série. Ça arrivera pas. Et puis il va sûrement mourir avant, mais au moins si c'est pour nous donner du House of Dragon, ben on est preneur. Qu'il en soit ainsi. Amen. On change un peu de cap. J'ai pas de transition nice, fait que ça va être ça. Teen Titans. moi, je n'ai une. Ah ouais? Je l'avais une. Là, tu viens de le dire, c'est trop tard. Vas-y. J'allais dire, là, il y a quelque chose qu'on a moins hâte. Ouais, dans le fond. On va dire ça de même. Je parle pour moi. Ouais. Plus ou moins, je suis très ambigu sur ce sujet-là, parce que j'aime beaucoup Teen Titans. Young Justice, c'est un peu Teen Titans plus vieux. Pour mettre un peu en contexte, Teen Titans, c'est un groupe de super-héros dans l'univers DC. Donc, Batman, Superman, Aquaman, Wonder Woman, Green Lantern, Green Arrow. Cette gang de petits chums-là, ils ont des acolytes. Leurs acolytes. Dit-il avec un rire semi-machiavélique. Ouais, c'est ça. Leurs acolytes finissent éventuellement par former un groupe en soi qui deviennent les Teen Titans, qui est mené par Dick Grayson, qui est à la base Robin. J'ai dit Dick. Qui est à la T'as base... tellement mis l'accent sur le mot Dick. Oupsie. Il est con. Mais j'aime ça. Qui est Dick Grayson. Il le fait encore. Espace la pause est importante. Qui est Robin, qui va devenir éventuellement Nightwing. C'est mené par lui. Au début, éventuellement, ça va être Damian Wayne, le fils de Batman. Surprise, il finit par avoir un fils. Puis, en tout cas, c'est un groupe vraiment intéressant, qu'ils ont des belles dynamiques et tout ça. J'écoutais l'émission quand j'étais jeune, Teen Titans Go. C'était à Vrac TV, je pense. Ça me dit quelque chose, ça. C'était vraiment hot. C'était un petit bonhomme avec Cyborg. Ouais, j'ai écouté ça. En tout cas, c'est ça. Avec une couple d'eux autres, là. Puis j'ai vraiment trouvé ça intéressant. Éventuellement, je suis tombé sur l'émission Young Justice, qui est le même groupe, mais plus vieux. Avec Aqualad, qui est un petit chum à Aquaman aussi. Qui est vraiment cool. Puis plusieurs autres, encore une fois, qui ont vraiment un de quoi propre à eux, tu sais, qui fait que tu t'attaches à chacun des personnages. Il n'y a pas un personnage là-dedans que t'es comme « Ah, c'est une marde », tu sais. T'es aimes toutes. J'ai hâte de voir. Je suis quand même curieux. Ce qui va vraiment me vendre, pour moi, ça va être quand on va en savoir plus sur le film qui s'en vient. Ce qu'on sait pour l'instant, c'est que, en tout cas, ce que j'ai trouvé comme information, c'est que c'est écrit par, je vais démolir son nom, je suis désolé, Ana Nogueira, en tout cas, elle, dans l'Empire, dans le fond, de James Gunn avec le nouveau DCU. C'est elle qui écrit présentement le film de Supergirl, Woman of Tomorrow, qui va sortir. OK. On l'a dit tantôt avant de commencer à enregistrer, là. J'ai quand même un peu espoir parce que James Gunn sait ce qu'il fait dans la vie. James Gunn, il est bon. On a vu à maintes reprises avec les Gardiens de la Galaxie. Il est très bon pour écrire des personnages, pour écrire un film, pour faire des scènes, des interactions, toutes ces choses-là. D'après moi, il laissera pas une équipe comme Teen Titans tomber. C'est des personnages trop importants pour
les fans, évidemment, comme n'importe quel personnage comme n'importe quel fan qui trippe sur son personnage, c'est trop important pour eux. J'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Puis c'est le deuxième film que cette femme-là va écrire avant même d'avoir terminé d'écrire le premier film qu'elle va sortir pour le DCU de James Gunn, qui est un film de Supergirl. Ce qui est quand même un personnage très important aussi là, dans le monde des BD. C'est ça. J'ai hâte de voir ça. C'est intéressant. Je suis pas tant excité. Ouais. En fait, indifférent. Okay. Ce serait le bon terme. Je comprends. Mon seul point positif, c'est ce que tu viens de dire. Ouais. Le fait qu'elle écrive 2 projets conjointement pour James Gunn, puis qu'il lui fasse assez confiance, même si le premier n'est pas sorti. Ouais. Il est fort, James Gunn. Il en manque pas une. C'est bang, 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 dialogue un après l'autre, puis il y a ce flair-là, je trouve. Fait que c'est la seule chose, en fait, qui me donne un peu d'espoir, Teen Titans. Pas espoir dans le sens que ça va être mauvais, juste dans le sens où je m'en fous un peu de ce projet-là. Ouais. Dans le fond, moi, ma perception un peu de ça, c'est qu'il y a 2 alternatives. Soit que il va faire un succès monstre sur ces 2 films-là, écrits par Anna Nogueira. Ça va être Nogueira, je vais le prononcer de même aujourd'hui. Soit que ça va être un succès monstre pour ces 2 films-là, ou 2 flops. Puis ils vont se trouver un autre tête chez DC encore. Non, ça peut pas arriver. Ça pourra pas arriver parce qu'il va mettre son pied à terre à un moment donné. Bref, j'ai espoir parce que c'est James Gunn qui est là. C'est ça. Teen Titans, le film, ça s'en vient. Ça a un potentiel connaissant un peu l'historique des personnages. J'ai hâte de voir. Ça sera pas le premier film qui va sortir, évidemment. Il va y en avoir d'autres qui vont sortir. Parlant de sortir, il y a du monde qui se sont fait mettre dehors. Une coupe. Il y en a une gang. Il y a de la part de Sony, en fait, ils ont fait des mises à pied dernièrement, là, genre en février, de quoi de même. Ils ont mis 900 personnes à la porte. C'est gros. 900 personnes qui perdent leur emploi. Là. C'est vraiment triste. Ça fait très mal. Mettons, on enlève le côté, ça fait mal à l'industrie. Pour ces gens-là qui perdent leur emploi, c'est pas cool. Ouais. C'est vraiment très triste. Ouais. Puis, l'autre chose, je pense que ça montre une industrie et un monde. Puis quand je dis un monde, je parle d'un monde avec un M majuscule. Donc la Terre. La Terre, exactement. Qui est malade. Ça va pas bien. On le sait là, depuis la pandémie que c'est plus ce que c'était. Non. Autant, il y a plein de choses qui ont changé. Là, on s'entend, on partira pas sur un débat pandémie, post-pandémie, là, mais financièrement parlant, le monde est malade depuis ce temps-là. Ouais. Puis malheureusement, ça découle partout. Ça découle sur les grosses boîtes comme Sony. Ça découle aussi sur les consommateurs qui sont nous. Ben oui. Mais je lisais un article là, hier ou avant-hier, puis ça disait comme quoi justement que même au niveau de la PS5, généralement, mettons, ils essaient tout le temps de réduire les prix. Ouais. Quand ça fait quelques années que la console est sortie, ils vont réduire le prix. Puis éventuellement, boum, il y a une Pro, on parlait de la Pro tantôt, qui sort à l'ancien prix de la originale. Ils sont même pas capables de réduire les coûts de production assez bas pour réduire la PlayStation 5 de prix parce qu'ils vont trop perdre de cash. Exactement. Parce qu'ils perdent trop d'argent en ce moment parce que le coût de production est trop élevé. Ouais. Oui, on va se dire, ils font des milliards, oui, mais c'est une entreprise, je veux dire, ils peuvent pas non plus perdre de l'argent. C'est ça. Mais là, ce qui est triste, c'est que tout le monde écope de ça, puis ça, je pense que c'est juste la concrétisation de ça. Là. Exact. C'est un move qu'ils devaient faire qui, je pense, qui était inévitable. C'est plate, c'est sûr, mais comme moi, ce qui me choque le plus là-dedans, c'est qu'ils ont mis des gens qui viennent de studios comme Insomniac, qui ont fait le dernier jeu de Spider-Man, qui est le jeu qui s'est vendu le plus rapidement de l'histoire de Sony. Fait que ça montre que personne n'est à l'abri. Personne n'est à l'abri. Spider-Man 2, quand il est sorti, il a genre vendu 24 millions de copies de quoi de même d'un coup. Genre, en 3 jours, 24 millions de copies. Hey, c'est hallucinant, là. Ouais. Puis, ils ont mis du monde à la porte de là-bas. Là, ils en ont mis combien à la porte de là-bas? Je sais pas. Ils en ont-tu mis 4 ou ils en ont mis 500? Je sais pas. Mais c'est quand même, ça frappe. Et Naughty Dog aussi, qui ont fait Last of Us 2, qui viennent de sortir le remake de Last of Us 2, justement, sur la PlayStation 5, adapté et tout, là, justement, avec les meilleurs graphiques, puis le taux de rafraîchissement par seconde de l'image. C'est assez... c'est ça, comme tu as dit, personne n'est à l'abri. Mais moi, ce que ça m'amène un peu aussi de l'autre côté de la médaille, c'est à quel point est-ce qu'ils vont avoir quand même les mêmes attentes avec 900 employés de moins dans leur production? Ça, c'est l'affaire. Ils vont-tu faire comme « Good, fait que là, on a 900 personnes de moins à payer, fait qu'on a potentiellement plus de revenus à faire, puis on veut le même revenu. »
Ben, c'est 100% ça. Ils sont fous dans la tête. C'est 100% ça. Ils sont fous dans la tête. Ils s'attendent à quoi? Ils ont 900 employés de moins pour travailler sur leur projet. Ouais. Ils pourront pas produire à la même vitesse. Ils pourront pas produire avec la même qualité. Fait que là, les autres, ils vont avoir de la pression pour sortir leur jeu, comme c'est arrivé dans plusieurs jeux dans les dernières années, dont, entre autres, Naughty Dog. Il avait fait une publication là-dessus sur Instagram, je pense, ou Twitter. Ça, je suis pas certain. Mais pendant qu'il faisait la production de Last of Us 2, il y a du monde qui partait en dépression, là, à grands coups de, genre, plusieurs par semaine. Ouais. Bang, 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 dépression. Parce que c'était en période de pandémie, en plus. Les gens travaillaient de la maison, ils faisaient les enregistrements de la maison, ils faisaient le montage de la maison, puis ils travaillaient genre 80 heures par semaine. Ouais. C'est épouvantable. Là, ils en ont mis 900 à porte. Mm-hmm. Pas de Naughty Dog, mais encore une fois, de la production de jeux vidéo de Sony. Épelaille. Je sais pas à quoi m'attendre pour les prochains jeux de ces studios-là. Des studios de Sony. Non, moi, puis il n'y en a pas de temps à l'horizon non plus. Ouais. Là, je parle des jeux de Sony. Là. Il y a des jeux en général à l'horizon, oui. mais tu sais, Sony, on va en parler dans le prochain point, là, mais ils ont un jeu exclusif qui s'en vient dans quelques jours, en fait. Rise of the Ronin, c'est pas un? C'est pas exclusif. Ah, oups. Mes Non. excuses, j'étais sûr que c'en était un. Non, c'est pas exclusif. Ah, je croyais que oui. Alors, fait que, oubliez tout ce que je viens de dire. Il y a rien à l'horizon, alors ça veut dire avant minimalement l'année prochaine. Qu'on sait, à moins qu'ils annoncent quelque chose, là. J'étais sûr que c'était exclusif pour de vrai. T'as raison, c'est exclusif. Ah, je suis pas fou. Je viens de vérifier ça. T'as raison, c'est très exclusif. OK. Ouais. Je suis pas si débile que ça, finalement. Ouais. Bon. Débile pareil, mais t'as raison. C'est moi qui est fou. Fait que là, on est le 18 mars. Mhm. On va en parler tantôt, là, mais je vais juste faire. Ouais, c'est fait par Team Ninja. C'est un studio Sony. Fait que dans 4 jours, ce jeu-là va sortir, Rise of the Ronin, qu'on va parler, comme je disais, dans le point prochain. Mhm. Tout ce que je veux dire avec ça, dans le fond, c'est il y a ce jeu-là qui sort et on n'a rien avant minimum 2025. Confirmé par Sony. Ouais. Et non plus, on ne sait pas ce qui va sortir en 2025. Mais là, ils ont annoncé. Non, c'est pas vrai, c'était fake. Le Ghost of Tsushima 2. Ouais, c'était. Tu m'as fait des faux espoirs, mon petit Chris, en passant. Je sais, c'était plus pour dire comme ça serait cool. Hey, j'étais tellement énervé, tu m'envoies ça. Hey, moi, je capote, j'étais à la job, esti. J'aimerais donc ça. Hey, je vois ça, je suis comme, oh non. Hey, là, moi, je me mets quasiment à danser sur place. La seconde que Ghost of Tsushima 2 est disponible en précommande, Je l'achète. que j'ai vu un trailer ou non, je l'achète. Moi aussi. Je m'en fous. Fait que, mais je voulais t'envoyer chier en ondes Merci. que tu m'avais fait des faux espoirs. Je le Bref. prends. Mais il n'y a rien d'autre qui s'en vient. Ouais. Fait que là, l'affaire, c'est que non seulement il n'y a rien qui s'en vient, mais ils ont moins de gens pour produire ces jeux-là. Puis, on en a déjà parlé, la force, mettons, des consoles, c'est les exclusivités. Oui. Absolument. Pourquoi les gens justifient l'achat d'une nouvelle console ou qui vont vers les consoles plus que le PC, c'est pour 2 choses. Première des choses, c'est plus facile d'accès. Oui. T'as pas à continuellement changer des pièces ou à construire ton appareil. Tu l'achètes une fois puis il est bon pour 6-7 ans. Ouais. Ou Minimum. à peu près. Et l'autre chose, ben, c'est l'exclusivité des jeux. Ouais. Sony, c'est ça leur force. Mhm. Et là, ils ont rien. Ils en À ont part Rise of the Ronin, comme je disais, à l'horizon. Et là, ils ont 900 employés de moins pour produire ces jeux-là. Ouais, ça va repousser d'autres jeux qui étaient prévus pour 2025. Là. Puis déjà que, bon, évidemment, la pandémie n'a pas aidé, mais toute la génération actuelle, les jeux ont jamais respecté leur échéancier. Ça fait longtemps qu'ils ont respecté leurs échéanciers. Parce qu'à Très longtemps. chaque fois, Ouais. puis en même temps, j'aime mieux qu'ils repoussent le jeu Moi, ça me dérange pas. pour que le jeu préfère soit ça. bon et bien fait, qu'il soit bâclé, qu'il sorte trop vite, puis que ça fasse un Cyberpunk. Absolument. On s'entend, là. Ou ça va faire un Hogwarts Legacy qui vont repousser de je sais pas combien de mois, puis les cutscenes vont quand même être... Les cinématiques, là, je veux dire, Ouais. vont quand même être... De la merde. C'est ça. C'est simplement ça. Eux autres, je pense que c'est juste qu'ils étaient pas assez gros comme studio, là, mais bref. Ouais. Que va-t-il se passer avec la PS5, PS6 potentiellement, et les jeux, on le sait pas. Que se passe-t-il, Lucille? C'est bizarre Ouais. qu'on en soit là. J'ai hâte de... Ben, j'ai hâte. J'ai hâte parce que je suis curieux de savoir ce qui va se passer. J'ai pas hâte parce que, yes sir, j'étais excité des gens qui se font mettre dehors, tu sais. Mais je suis curieux du développement de tout ça, du dénouement des prochains jeux qui s'en viennent de la part de Sony PlayStation. Ouais, en tout cas, c'est inquiétant. Puis il y a personne qui est à l'abri, on peut le voir, parce que même s'ils ont leur jeu le plus Exact. lucratif, le plus rentable de tous les temps, il y en a quand même qui perdent leur job. Ça fait mal. Parlant de ce fameux jeu-là, Spider-Man 2, il y a un leak, une fuite en ligne qui est sortie dernièrement, la semaine passée à peu près, par rapport à un jeu qui a été cancellé de la part de Insomniac. J'étais allé lire un petit peu là-dessus, puis c'est probablement une bonne chose. Quoique, ça me fait de la peine parce que j'aurais aimé ça
en petit peu peur de jouer à ce jeu-là. C'est le concept. C'est le concept. Oui, mais je vais t'expliquer la suite du concept, puis tu vas sûrement être d'accord que c'est une bonne chose que ça soit pas sorti. Il y a un jeu de Spider-Man multiplayer qui était pour sortir. Ce qui est assez débile. Ça s'appelait Spider-Man The Great Web, qui était en fait en lien avec le multiverse de Spider-Man. Donc, toi puis ta gang de chums, vous pouviez jouer jusqu'à comme 4 ou 5. Puis la bande-annonce qui est sortie, là, tu le vois, là, ils sont comme 5 Spider-Man à se battre contre Rhino. 5 Spider-Man qui se battent contre le Green Goblin. Puis c'est vraiment débile. Puis tu passes comme d'un multiverse à un autre. Ce qui est vraiment intéressant. Mais tu sais, c'est pas 5 Spider-Man, Peter Parker. C'est genre, t'as Spider-Gwen, t'as Miles, évidemment, t'as Peter Parker, t'as Spider-Man noir qui est là aussi. Puis tu peux personnaliser ton Spider-Man, tout ça, te promener dans New York. Y a-tu Bully? Je sais pas s'il y a Bully. Je sais pas s'il y a Bully. Ça l'a passé trop vite pour que je puisse confirmer ça. Ça aurait été une petite victoire, ça. Ça aurait été pas pire. Puis t'as genre un bouton que tu fais juste des phrases du personnage. Oh, là. man. Ou t'arrives dans le jeu, puis tes amis ne savent pas que t'arrives, Ouais. genre, puis ils entendent juste la musique qui part, toi. Ah ouais. Hey. Ta-ta-ta-ta-ta. Oh non! Il est là. Mais bref, fait que ce jeu-là était prévu, mais il a été annulé parce que Insomniac avait dans l'idée de faire de ce jeu-là un live service. Un live service, rapidement, c'est quoi? Genre Fortnite, c'est un live service. Apex, c'est un live service. Diablo, c'est un live service. Donc, Helldivers 2, c'est un live service. Donc, un jeu qui est basé spécifiquement en ligne sur le jeu co-op en ligne, donc plusieurs joueurs ensemble qui vont développer leur personnage puis qui vont faire des microtransactions. C'est pas une bonne idée. Dans la culture, si je peux dire le même, du jeu de Spider-Man. Parce que le jeu de Spider-Man, c'est un jeu qui est à joueur unique, un single player, que c'est toi tout seul, puis tu te promènes, puis tu fais tes affaires, tu pètes la gueule des petits bums qui veulent voler des bijouteries, tu t'arrêtes des autos, puis genre tu fais tes affaires, t'es tout seul, puis ça va bien. C'est supposé d'être ça, les jeux de Spider-Man par Insomniac. Fait que je pense que c'est une bonne chose que finalement ils l'ont pas sorti parce que on l'a vu, d'après moi c'est parce qu'ils ont vu justement le succès du jeu Avengers, ils ont vu le succès du jeu Tellement mauvais. tellement mauvais. Ils ont vu le succès du jeu Justice League Suicide Squad Kill the Justice League. Ils ont vu le succès du jeu aussi. Quel autre qui est sorti là, qui était dégueulasse là? Gotham Knights. Ah, j'ai pas voulu le jouer, celui-là. De C'est ça. toute façon, je voulais pas jouer, ça avait l'air mauvais. Tu m'as confirmé que c'était mauvais. Très mauvais. Fait que j'ai pas joué. Ces 3 jeux-là, c'est des abominations. Là. Les 3, c'est des live services. Avengers, c'est une grande déception. Exact. Parenthèse, là, c'était mauvais. Exact. De chez mauvais. Là. Les 3, c'est des live services. Fait que définitivement, Insomniac qui ont vu ça, ont fait ouais, on va tirer à la plug. Mais l'affaire, c'est que il y a quelqu'un qui a fait comme hey, j'ai plus de job. C'est peut-être ça qui s'est passé. Peut-être. Hey, j'ai plus de job. Fait que tiens, la bande-annonce de ça sur Internet. Ça avait l'air quand même beau. Je pense que la façon qu'ils pourraient le ramener, c'est de pas créer un jeu, mais peut-être tu sors une espèce d'extension au jeu Spider-Man 2 déjà existant. That's it. Du genre, hey guys, ceux qui ont déjà acheté le jeu, 10-15$ de plus Ouais. pour payer l'extension. Qui débloque après quand t'as fini l'histoire. Exactement. Là, ouais. Puis là, avec ça, ben là, à travers ton jeu Spider-Man 2, t'aurais justement un serveur où est-ce que tu peux être avec tes amis en ligne, où est-ce que, tu sais, je suis Peter, t'es Miles, t'es whatever. T'sais, on est tous les Spider-Man mélangés. Ouais. Un peu comme dans les films, essentiellement. Oh, ouais. T'es Miguel, ça serait cool. Voilà. Spider-Man 2099. Ben oui. Puis on peut jouer en ligne ensemble, puis se battre ou aller faire des missions, quoi que ce soit. Ça serait hot. Sans les microtransactions, parce que moi, c'est cette partie qui vient me titiller un petit peu dans ce que tu viens de dire. Ouais. Puis, mais au moins, c'est on sent pas qu'on a été volé d'un jeu complet. Ouais. Puis t'as déjà la base du jeu qui est là, c'est vraiment de le mettre sur un serveur. C'est sûr, il faut le maintenir, le fameux serveur. Fait que je comprends que c'est pas nécessairement facile. Puis Insomniac, ben, tu sais, on le sait, ils développent un univers de jeux Marvel. On le sait qu'il y a des X-Men qui s'en viennent. Ouais. On le sait qu'il y a Wolverine qui s'en vient. Très prochainement, il y a un Spider-Man 3 qui s'en vient. Ah, ils ont de quoi s'occuper, là. Fait que je comprends pourquoi peut-être qu'ils se sont dit, hey, on va se concentrer ailleurs. Ouais. Mais c'est ça, une extension, j'aurais pas dit non. Un jeu complet expliqué comme tu l'as fait, ça, j'aurais moins aimé. Ouais, exact. Parce que ça mène où, finalement? Puis les microtransactions, je vais être honnête, je suis vraiment pas fan. Ouais. Ben, c'est parce que ça vient vraiment négliger la qualité de ton histoire. Ouais.
Ouais, parce qu'il faut que tu payes. C'est la force numéro 1 de ces jeux-là. Ouais, le 2 moins, mais. Mais oui. dans le sens où quand même. Quand même, c'est la reste force. que oui, ils sont axés sur le cinématique, entre guillemets, là, du jeu. Exact. Beaucoup plus qu'ils sont sur la microtransaction. Puis tu sais, il y a des jeux comme Fortnite qui sont faits pour ça. Puis c'est correct, tu sais. Ouais, parce que le jeu, à la base, est gratuit. Exact. Fait que c'est correct. Fait que c'est justifiable. Ils peuvent bien aller te chercher un 10$. Le fait que j'ai payé... Tu sais, mettons Diablo. Ouais. Donne un exemple. J'ai payé l'édition Deluxe, toi aussi, je pense. Genre 100 quelques piastres l'année passée quand elle est sortie pour l'avoir d'avance. Puis on avait quelques extras là, qui sortaient. Là. Tu pouvais jouer genre 48 heures d'avance. Mais là, tu sais, mettons, en ce moment, exemple, tu fais les nouvelles saisons, ben il faut que je repaye encore plus si je veux avoir plus de skins. Ouais, c'est le bordel. Tu sais, il faut que tu payes d'autres. Moi, je suis décroché. Là. Ce qu'ils appellent des Battle Pass. Là. Ouais. Puis je trouve ça ordinaire. Ouais. Je trouve ça vraiment ordinaire parce que j'ai déjà dépensé plus que 100$ sur ton jeu. Ouais. Et maintenant, est où la limite? Puis encore là, c'est notre choix en tant que consommateur de payer ou pas payer. Là. Fait que, tu sais, c'est correct. Tu sais, j'ai pas un fusil sur la tempe qui m'oblige à le payer. Ça serait un peu bizarre d'ailleurs. Ouais. Je l'ai pas payé, là, pas pour Diablo, mais ça fait en sorte que je décroche justement de ces choses-là. Absolument. Fait que, c'est ça. Fait que c'est une bonne chose qui n'ait pas continué dans cette direction-là. Ouais. C'est juste, c'est étonnant parce que moi, voyant ça, ça m'amène automatiquement dans l'idée de ça aurait pu être bon. Ben, tu sais, on le saura jamais. Spider-Man 2, on avait spéculé. Ouais. On savait qu'il allait avoir les deux Spider-Man, donc Peter puis Miles. Ouais. Puis j'espérais jusqu'à un certain... Là, après avoir joué au jeu, je comprends que ça aurait pas été possible. Ouais. Mais j'espérais qu'on puisse se connecter, mettons, ça ensemble. Ça aurait été fou. Puis là, genre, c'est moi qui est Miles, toi t'es Peter. Puis là, on joue la mission ensemble. Ça aurait été vraiment cool. Mais en même temps, avoir vu le jeu, je pense pas que ça aurait été possible d'amener. Je comprends pourquoi c'est pas arrivé, ouais. Mais ceci dit, ça aurait pu être très cool. Ouais. Ce qui est très cool aussi... Transition. C'est là. Toutou. Badang. Dragon's Dogma 2 et Rise of the Ronin. C'est deux jeux qui m'intéressent énormément. Au point tel que j'ai déjà précommandé Dragon's Dogma 2. Je suis tombé là-dessus par hasard. J'ai vu un post passer sur une publication sur Instagram. Puis j'étais comme, Colin, ça a bien l'air intéressant, ça. Un genre de mix entre Skyrim puis Donjon Dragon. Qu'est-ce que tu veux de plus? C'est parfait pour notre hobby national, ça. Parfait pour moi. Donc, ça m'a vraiment intéressé. Puis j'ai fait, OK, tant pis, je passe la commande. Ça va être vraiment intéressant. Un jeu où tu te promènes dans un monde ouvert fait par Capcom, les mêmes qui ont fait les Resident Evil. Mm-hmm. Donc, ils ont de l'expérience en dessous de la cravate. Ils savent qu'est-ce qu'ils font. Puis, ça va être un jeu vraiment beaucoup d'exploration. Très, très, très role-playing. Donc, tu joues un personnage qui va se développer à travers l'histoire. Tu montes de niveau. Tu as des capacités, des compétences que tu peux améliorer. Tu te bâtis une équipe qui va te suivre aussi pour aller chasser des monstres puis genre faire des missions secondaires, des choses comme ça. En tout cas, j'ai vraiment hâte de jouer à ça. Ça a l'air magnifique. Dans un vidéo de gameplay que j'ai vu, les personnages sont là, puis là, ils se promènent. Tout va bien. Ils s'en vont faire une mission. Puis là, il y a un griffon qui leur tombe sur la tête. Bang! Le griffon, il est là. Puis il vient se battre avec eux autres. Fout la marde. Il lance des balles de feu. Pas les griffons, mais genre le dude pis son équipe. Mm-hmm. Il lance des sorts de feu. Il coupe les pattes. Ils se battent contre les griffons. Gros combat. Vraiment intense. Puis à un moment donné, le griffon, il fait juste se pousser comme il s'en va. Fait que là, ils sont comme « Yes! On a gagné! » Ça joue pas en ligne, en passant. C'est toi pis ta gang que tu te recrutes. C'est un peu comme dans le jeu... Les Gardiens de la Galaxie qui est sorti le 2 Je l'ai pas joué celui-là. T'as pas joué? Non. Malade mental ce jeu-là. Si tu veux jouer à un jeu qui va te faire capoter, ça. OK. Bon à savoir. Les Gardiens de la Galaxie, c'est fou dingue. Un peu dans ce style-là, du genre que t'es ton personnage, puis tu vas dire à ton équipe, toi va faire ça, toi va faire ça. Mm-hmm. Puis ben, ils vont t'aider, mettons, quand les combats arrivent. Puis dans la vidéo, plus tard, ils sont à un campement la nuit, puis là, ils se font à manger, tu sais. Puis là, ils se préparent à se coucher pour se reposer. Ils se sont fait un petit campement sur le bord de la route, là, tu sais, un peu reculé. Le griffon retontit, toi, bang! Il dit, m'en viens me venger. Puis là, finalement, vous tuez le griffon, tu sais. C'est malade. Fait que, tu sais, il y a des choses comme ça que si tu réussis pas à le battre la première fois, il va peut-être revenir plus tard. Tu peux utiliser l'environnement à ton avantage aussi. En tout cas, ça a l'air vraiment débile comme jeu. Et Rise of the Ronin, qui s'en vient, qui est un mix, je dirais, entre Ghost of Tsushima et Dark Souls. OK. Ben, tu vois, à Ghost of Tsushima, tu m'avais. Ouais. À Dark Souls, tu m'as perdu. Ouais. Mais je dirais peut-être plus dans le style Nioh
que Dark Souls. Nioh, c'est un peu plus... en fait, c'est un peu plus... C'est un Souls-like, mais qui a quand même beaucoup de chances de... T'as beaucoup de marge d'erreur dans tes combats, si je peux dire le même. C'est un jeu qui est très style arcade quand même dans ton combat, parce que le combat va ressembler à Devil May Cry à peu près, je dirais, dans la vitesse, ces choses-là, sauf que t'as pas beaucoup de marge de manœuvre dans tes erreurs. Fait que si tu fais pas le bon bouton au bon moment, ça se peut que tu meurs. Mais ça, je peux vivre avec moi, c'est le fait de... Tu sais, mettons, Elden Ring, on en a parlé, là. Ouais. Tu débarques dès le début du premier tableau, tu te fais buter par un gros connard sur son cheval, en réalité, il faut que tu contournes, puis tu sais pas où tu t'en vas, 3/4 du temps dans le jeu. Moi, ça, là, au moins, dis-moi un minimum où commencer le jeu. Genre, j'ai décroché. Ça m'a gossé. Ouais, je comprends. J'aurais pu me creuser la tête là, à 100%. Mais pour moi, quand je game, le but, c'est de décrocher un peu, puis de genre... Ah, mais tu peux pas jouer à Elden Ring ou Dark Souls si tu veux décrocher, parce que premièrement, tu vas être sénère tout le long. Deuxièmement, il faut que tu sois vraiment concentré pour suivre qu'est-ce que les gens disent, parce que t'as pas de carte. Fait que tu sais pas... dans Elden Ring, t'as une carte, mais t'as pas genre un point qui dit va-t'en là. Mais c'est ça qui m'a un peu énervé dans Elden Ring. Fait que, je sais pas. Je vais attendre de voir les critiques. De toute façon, je compte pas l'acheter à la sortie au prix qu'il est. Je comprends. Moi, je trouve que ça a l'air très bon. J'hésitais beaucoup entre les deux. Mais je suis dans un... Je sais pas, là, ces temps-ci, je suis très médiéval dans mes idées de jeu. Dans ce que je recherche d'un jeu. Je suis très médiéval. Tu sais, j'ai recommencé une game de Skyrim. Je joue encore à Dark Souls. Je me suis parti un autre game dans Dark Souls 3. Je joue à Elden Ring encore. J'ai une campagne de Donjon Dragon. Dans le livre à Olivier Croteau. Je joue aussi à ça en ce moment, qui est très Olivier Croteau, auteur, excusez, de son nom complet. Je l'attendais. Je suis très médiéval, tu sais. Fait que voilà. Quoique, Rise of the Ronin, qui est dans pendant l'Empire japonais, avec tout ce qui est les samouraïs, qui est un monde que je trouve vraiment intéressant. Oui, je peux dire, parenthèse là-dessus, justement, qu'il y a comme une espèce d'ascension de l'univers, pas l'univers, c'est pas un univers, mais de la culture asiatique en ce moment. Il y a eu, on a parlé de Ghost of Tsushima, Rise of the Ronin, il y a l'émission Shogun. Ça a l'air que c'est très bon. Fou dingue, cette émission. Bon, hein? Big. Meilleure émission 2024 à date. Ah ouais? Ah, c'est fou dingue, cette émission-là. Nice. Fait, écoutez ça, c'est sur Disney+, c'est produit par FX. Okay. Bref, tout ça pour dire que, justement, Rise of the Ronin, ce qui m'attire, mettons dans les deux, dans tout ce que tu me dis, c'est le fait que c'est dans la culture asiatique, justement, donc l'Empire japonais. Parce que l'ambiance comme telle, j'ai regardé les bonnes annonces, là, ça vient me chercher. Mais là, je savais pas que c'était un Souls-like. C'est pas exactement un Souls-like. Fait que c'est ça, je pense, qui peut venir t'aider à être intéressant au jeu. Ou au moins à l'essayer, je sais pas trop. Mais bref, il me parle beaucoup, ce jeu-là. On est là, voilà. Fait que c'était l'épisode l'hebdo. Merci d'avoir été là encore une fois, Stéphane. C'était bien cool. C'était bien blood. Comme qu'on dit. Ouais. C'était super le fun. N'hésitez pas à aller nous suivre sur toutes les plateformes. Instagram, Facebook, Twitter et TikTok. On est là. X. YouTube et X. Anciennement Twitter. Je suis plus capable de voir ça. Sur YouTube aussi. N'hésitez pas. Allez nous suivre. C'est ça? As-tu quelque chose d'autre à ajouter? Restez geek. OK. Transition incroyable. Restez-vous. Restez cool. OK, wow. Ciao, la gang. Salut tout le monde.